consensus aujourd'hui, le chien occupe dans les familles une place toujours plus importante, nouvelle, qu'il semble ne pas avoir eue autrefois. Rien n'est plus faux cependant. Oui, c'est vrai, une majorité de chiens hier étaient d'utilité, chasse, garde, guerre, que sais-je encore. Le chien d'utilité est incontestablement devenu minoritaire, laissant la place majoritaire au chien de compagnie. D'ailleurs, même lorsqu'il est réputé avoir encore une utilité, ce qui est de plus en plus rare, la fonction compagnie l'emporte dans les faits. De chiens de chasse ou de garde sont désormais plus habitués au confort des coussins familiaux qu'à la rudesse des chenilles ou celle des niches du temps passé. Pour autant sont-ils moins doués pour leur fonction d'utilité? Je laisse les propriétaires concernés en juger. Ce qui est sûr, c'est que, contrairement à la légende urbaine, le chien de compagnie n'est pas du tout une nouveauté contemporaine, bien au contraire. En témoignent tant de tableaux, de peintures classiques ou même plus anciennes, de familles royales, nobles et princières, ou seulement bourgeoises, qui ne sont rarement présentés sans la présence d'un ou de plusieurs chiens de compagnie, apparemment très à l'aise et tout à leur place dans les décors les plus luxueux. Sautons à pieds joints par-dessus les époques et retournons à la préhistoire. Claude Lévi-Strauss, pour ne citer que cet illustre anthropologue, nous a abondamment décrit comment les tribus primitives s'entouraient d'animaux de compagnie, et donc surtout de chiens, pour lesquels étaient consentis des efforts sans commune mesure avec les efforts modernes, si l'on veut bien tenir compte des niveaux de vie des uns et des autres. C'en était au point que dans certaines tribus primitives, le premier-né d'une jeune femme était abandonné au profit d'un chiot ou d'un louveteau. Rien de moderne donc dans notre passion du chien de compagnie et, à mon avis, beaucoup de sujets d'interrogation. À commencer par cette question, le chien de compagnie est-il vu d'abord pour ce qu'il est réellement, un chien? De seconde question connexe, est-ce que cette façon de faire est si bonne que cela pour lui? Première remarque, aveuglés par notre réflexe anthropomorphique, nous savons très mal résister au réflexe de projeter sur notre compagnie les sentiments qui seraient les nôtres si nous étions lui. Reconnaissons-le, même s'il a des poils et s'il est à quatre pattes, nous voyons le chien comme un autre nous-mêmes, ce que malgré tout, il n'est pas réellement. Entre en jeu une autre difficulté. Le chien lui-même, qui, conditionné par des siècles de cohabitation avec nous, présente une incroyable capacité d'imitation et d'adaptation à nos attentes. C'est même sans doute cette capacité principale, principale cause génératrice de la cohabitation de nos deux espèces. Un exemple parmi 100 000 autres pour illustrer mon propos. Exemple souvent décrit. Le bâillement du maître entraîne souvent celui de son compagnon. L'agitation d'un propriétaire engendre presque mécaniquement celle de son camarade à quatre pattes. Le chien nous imite ou adopte des comportements fortement influencés par les nôtres. Entre un conducteur qui voit le chien à travers les lunettes de son anthropomorphisme et un chien qui joue volontiers le jeu de cette attente, on découvre que la réalité de l'animal échappe bien souvent, trop souvent, à notre sagacité. Et pour le dire comme je le pense, je ne suis pas sûr que cela soit tant que cela un bien, ni pour le chien, ni pour lui-même. Un autre nous-mêmes, que cela peut-il nous apporter? La non-découverte d'une autre réalité que la nôtre? N'est-ce pas là un dommage, une véritable amputation?